Vous venez en aide à un proche de votre entourage, vous le faites d'une façon non professionnelle et sans rémunération, vous offrez un soutien émotif, vous prodiguez des soins ou encore vous rendez différents services, vous êtes probablement un proche aidant. En effet, ça ressemble beaucoup à la définition théorique du proche aidant, mais c'est tellement plus que ça. Puis aujourd'hui, pour nous en parler à l'émission, on reçoit Véronique Merger, la coordonnatrice de l'Association des personnes aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska, ainsi qu'une proche aidante. Bienvenue à Un aidant, une histoire. Et oui, être proche aidant, toutes sortes de définitions, peut-être de façons de voir et même de le vivre, ce rôle-là. Puis on a su qu'il y a 60 des gens qui jouent le rôle de proche aidant, en fait, qui sont proches aidants et qui sont encore sur le marché du travail. Madame Merger, vous travaillez pour l'Association des personnes proches aidantes de Nicolet, sur le territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Et Bécancour-Nicolet-Yamaska. Et donc, vous intervenez auprès de gens qui sont sur le marché du travail et qui jouent ce rôle-là de proche aidant. Oui, il y a une partie il y a une bonne partie des proches aidants qui sont encore sur le marché du travail. Oui. Donc, ça implique beaucoup de choses pour eux parce que le rôle de proche aidant peut parfois prendre beaucoup de temps en plus du travail et de toutes les autres réalités. Oui. Quand on est proche aidant, parfois on l'est 24 heures sur 24, pratiquement, parfois peut-être un peu moins, mais quand on est sur le marché du travail, c'est pas mal moins facile de concilier tout ça, là. Comment on peut arriver à vivre le rôle de proche aidant en étant sur le marché du travail? Bien, c'est pas facile et c'est là qu'il faut que les proches aidants aillent chercher de l'aide pour justement être capable de concilier le mieux possible parce qu'autrement, il y a un très, très grand risque qui tombe en épuisement. Oui. Et là, à un moment donné, tout craque, et le travail et la vie familiale, et c'est beaucoup plus long à ce moment-là. Par contre, ce qui est difficile, c'est justement, ils sont déjà super occupés, donc quand est-ce qu'ils trouvent du temps pour s'occuper d'eux? Donc, c'est tout ça qu'il faut concilier, puis il faut qu'ils apprennent à se prioriser parfois aussi. Il y a une question de sensibilisation des employeurs aussi. Oui. Donc, pour qu'eux comprennent que ce rôle-là, parce qu'on parle souvent de la conciliation travail-famille pour les enfants, mais on oublie souvent qu'on doit prendre parfois soin d'un parent ou d'un conjoint. Puis c'est plus difficile de demander congé parce que mon conjoint est malade ou mes parents sont malades que pour un enfant. On a tendance à plus comprendre pour les enfants. Mais il faut aussi les sensibiliser à ce niveau-là. Puis même là, on dit que c'est plus facile, mais quitter le travail pour des raisons médicales pour quelqu'un d'autre ou que nous-mêmes, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, vous êtes accompagnée aujourd'hui de Mme Langis. Bonjour, Mme Langis. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'allais dire, avez-vous quitté le travail pour venir à notre émission aujourd'hui? Non, l'horaire de travail me le permettait aujourd'hui. Oui. Mais effectivement, je vous dirais que c'est encore tabou. Oui. Le rôle de proche aidant. Et c'est difficile aussi au niveau de l'emploi. Souvent, on doit diminuer les heures de travail face aux collègues aussi. Tes parents sont en hébergement, pourquoi faut-tu prendre congé? Ils sont en résidence, il y a des gens qui sont là pour s'occuper d'eux, mais il y a une réalité aussi, on doit être là. Alors, c'est ce que je vis là. C'est votre réalité. Oui. Vous êtes sur le marché du travail et vous accompagnez vos deux parents qui ont besoin présentement. Oui. Oui. Et c'est épuisant. Puis les personnes âgées aussi, ils ne comprennent pas non plus que tu travailles. C'est comme acquis, hein? Tu dois être là, puis c'est tout de suite. C'est comme des enfants, là, c'est tout de suite. Donc, ils ont beaucoup d'insécurité, ils t'appellent, puis il faut que tu répondes, il faut que tu sois là. Alors, c'est très exigeant. Moi, j'ai vécu l'épuisement professionnel l'été passé. J'ai rencontré mon médecin de famille qui m'a parlé de l'Association des proches aidants et c'est ça, j'ai connu Véronique il y a 1 an. Par chance, parce que l'isolement, on vit beaucoup d'isolement. On pense qu'on est seul à vivre ça. Puis c'est encore méconnu, hein, les ressources qu'on peut... Moi, en tout cas, je ne connaissais pas ça, là. C'est encore... L'aide qui est disponible, les ressources. Tant qu'on ne le vit pas puis qu'on n'est pas plongé là-dedans, on n'a pas tendance à connaître ces ressources-là, malheureusement. Oui. Puis tu as l'impression que tu es toute seule à vivre ça, puis tu te sens coupable. Pourquoi je ne suis pas capable? Comment ça que je suis plus capable de faire ça? Avant, j'étais capable, là, je suis plus capable. Tu es fatiguée, tu dors plus, tu manges plus beaucoup. Fait que c'est ça nous guette. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quand on se rend compte qu'on dort plus, on mange plus, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoute, c'est la lumière rouge qui s'allume. J'ai décidé de téléphoner à mon médecin de famille qui m'a rencontrée. Et là, elle te dit, bien,
tu es épuisé, on met un arrêt de travail. Là aussi, il y a de la culpabilité parce que tu vas voir ton employeur, je suis en arrêt de travail. Moi, je vis seule, donc soutien financier, c'est moi. Je n'ai pas d'assurance salaire, donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. À partir de là, mon médecin me parle de l'Association des proches aidants. Je téléphone la journée même et j'étais tellement épuisée que Véronique m'avait suggéré un rendez-vous cette journée-là. Et je me souviens, je lui ai dit, je ne suis même pas capable de me rendre. M'habiller, c'était difficile. J'étais rendue là, au bout. Et là, tu dois le dire à tes parents là, que tu es épuisée. Hein? Mais là, si tu leur dis, eux, ils vont dire, bien c'est ça, c'est à cause de moi que tu es épuisée, on ne veut pas ça. Donc, ça aussi, ça entre en ligne de compte. Fait que tu le caches parce que tu veux les protéger. Fait que tu es toute seule à vivre ça, là. Tu es toute seule. Moi, je suis toute seule. J'ai pas de soeur, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant. Fait que l'association, pour moi, ça m'a sauvée. Ça m'a vraiment sauvée. Je pouvais ventiler là. Et là, tu continues de voir ton médecin à chaque mois pour te rendre compte que travailler à temps plein, là, ça ne fonctionne plus. Tu ne seras plus capable. Fait que là, tu quittes ton emploi. Tu dois te trouver un autre emploi à temps partiel si tu veux continuer là. Parce que dans l'ancien emploi, c'était pas possible Non, d'avoir c'était pas possible. C'était pas possible. OK. Fait que tu dois retrouver un emploi à temps partiel. Le salaire, il n'est plus pareil, là. Hein? Fait que, une journée, ça paraît. Quand tu as besoin de congé pour des rendez-vous, tu es toujours gêné de demander. Et là, tu as un nouvel emploi. Fait que ça aussi, là, c'est gênant de toujours demander. Fait que tu es toujours dans la culpabilité. Puis souvent, c'est ça. Face à vos parents, face à votre employeur, face à tout le monde. face à vos collègues. Oui, face à tout le monde. Et des fois, tu te dis, bon, OK, en fin de semaine, je vais faire quelque chose pour moi, mais ça fait tellement longtemps que tu donnes que tu ne sais plus ce que tu ne connais plus tes besoins. Oui. Fait que c'est ça. L'isolement, là, je vous dirais que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Oui. Puis quand tu vas voir tes parents, tout ça, tu le caches. Fait que ça va bien, oui, mais ça va pas, là. Ça va pas. Puis tu pleures souvent toute seule, là. Oui. Tu sais, des fois, tu aurais juste besoin d'un câlin, mais tu l'as pas, là. Fait que moi, là, cette partie-là, je trouve ça extrêmement difficile. D'être le pilier, puis des fois, tu as des décisions à prendre aussi pour tes parents. Je vais jusqu'où? Tu aimerais ça juste avoir quelqu'un, pas quelqu'un qui va te dire quoi faire, mais juste un petit son de cloche, tu l'as pas. Tu l'as pas. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que c'est extrêmement lourd. C'est lourd. C'est extrêmement lourd. Fait que moi, c'est mon quotidien, puis c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Fait que l'association est venue un peu comme une bouée dans votre vie à un moment où vous étiez dans un gros creux de vague. Oui, ça m'a vraiment sauvée. Mais je suis contente d'avoir eu la chance, par mon médecin, de cette ressource-là, d'avoir cette ressource-là. Parce que je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Je ne sais pas. Il y a un lien de référence important ici qu'on vient de mentionner, hein, parce que la porte d'entrée, quelle est-elle, cette porte d'entrée-là, pour aller chercher de l'aide? Elle tombe pas du ciel, hein? Il n'y a jamais personne non plus qui a appelé en disant « Coudon, auriez-vous besoin d'un petit coup de main ou quelque chose? » Donc, il a fallu qu'il y ait quand même un premier pas, donc avec celui du médecin. Et là, le médecin va référer une ressource comme chez vous. Bien, il y a des médecins, il y a des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux qui, à un moment donné, arrivent puis qui vont en parler parce que le proche aidant, lui, il n'y a personne qui est là pour lui. Il est là pour tout le monde et tout le monde l'utilise, mais lui, qui prend soin de lui, qui lui demande « Toi, comment tu vas? » Pour beaucoup de proches aidants, cet aspect-là, il y en a qui nous arrivent et disent « Moi, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas demandé comment moi j'allais. On me demande comment mes parents vont, comment va la personne que j'aide, mais moi, je n'existe plus. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi quand on ne se reconnaît pas vraiment comme proche aidant parce qu'on dit que c'est normal, c'est mes parents, ils ont pris soin de moi, c'est normal que je prenne soin d'eux. C'est juste qu'on a un rôle qui se rajoute. Et quand on cherche un emploi comme Hélène, c'est assez difficile de dire en entrevue, bien, moi, là, je suis proche aidante, fait que je vais vous demander des congés pour prendre soin de mes parents, là. Mais en même temps, on le valorise beaucoup dans la société, qu'on prenne soin de nos parents, mais il n'y a pas nécessairement les conditions qui vont avec pour les proches aidants. Fait qu'ils accumulent le travail, plus le rôle d'aidant, plus, qui fait que, bien, ce qui finit par ne plus exister, c'est du temps pour eux, c'est prendre soin d'eux. On oublie ça, là.
Non seulement on n'a plus cette capacité ou le recul peut-être de prendre soin de soi, mais aussi c'est que l'importance où on voit la santé de nos parents qui se dégrade ou le besoin qui est de plus en plus grand. Donc, est-ce qu'on a ce sentiment de culpabilité-là aussi de dire « Mon Dieu, moi, je suis en santé, moi, je suis capable ». Est-ce que c'est quelque chose qui nous préoccupe ou parce qu'on dit « Personne ne nous pose la question comment je vais bien ». C'est comme si on a de la misère, nous, à se mettre de l'avant parce qu'il y a des gens qui vivent une réalité qui est pire que la nôtre ou qui est moins intéressante. Donc, effectivement, on a tendance à banaliser ce qu'on vit, c'est ça. Effectivement, c'est un point, oui. Mais moi aussi, ce que je trouve difficile, c'est de voir l'état de santé de mes parents diminuer. Oui. Ça, c'est extrêmement difficile. Moi, mon père, il a des troubles cognitifs. Donc, juste là, cette semaine, là, juste mettre un pas devant l'autre, là, ça ne communique plus. Là. Fait que tu dis, mets un pied en avant, mets l'autre en avant, prendre une fourchette pour manger. Il ne sait pas quoi faire avec la fourchette. Ma mère, elle a toute sa tête. Fait qu'elle, elle le voit comme ça. Elle le voit comme ça. Fait que c'est pas évident. Tu les vois diminuer. Puis c'est ça, toi. Mais toi aussi, il faut que tu apprennes que tu as le droit d'avoir... Tu as le droit d'avoir tes petits downs puis tes moments difficiles. Hein? Oui. Tu as le droit. Se donner le droit. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris à l'association. On a le droit à ça. Puis j'ai le droit aussi de ne pas y aller une journée puis de me prendre une journée à moi par semaine. Ça, avant, j'étais incapable de faire ça. J'y allais tous les jours? J'y allais 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Puis j'y allais tous les samedis, tous les dimanches. Puis là, je prends une journée, là, puis ça fait pas longtemps que je me sens pas coupable. Ça fait pas longtemps. Partir en vacances, c'est extrêmement difficile pour moi. Extrêmement difficile. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose, je serai pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est extrêmement difficile. Se donner le droit au bonheur aussi, hein? Se donner le droit au plaisir. C'est toutes sortes d'émotions hein, qu'on est appelé à vivre quand on est un proche aidant. Oui. On va aller à la pause, puis au retour de la pause, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il en existe des trucs? Est-ce qu'il existe des conseils? Comment on fait pour passer par-dessus ça? Parce que j'ai l'impression qu'on va tous avoir un jour ou l'autre à jouer le rôle de proche aidant. Donc, au retour de la pause, on essaie de se donner des trucs et des conseils. Alors, quand on est proche aidant, comment on fait pour pas mettre notre vie sur pause? Là? Comment on fait pour, à un moment donné, oui, on peut le faire un temps, mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. Donc, comment on fait pour continuer à vivre, à avoir une place dans notre propre vie? Bien, un des moyens, c'est apprendre à mettre des limites. C'est pas facile, c'est très difficile parce que quand c'est quelqu'un de proche, bien, tu sais, est-ce que si je mets ma limite, ça veut dire que je l'aime pas, il va sentir qu'on se sent coupable. Mais si on ne prend pas soin de soi, si on met pas de limite, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on n'est plus capable d'aider. Si la personne aidante tombe, si elle se retrouve à l'hôpital, si elle arrête parce qu'elle n'est plus capable, bien là, on a un sérieux problème parce que l'aider, il n'a plus d'aide non plus. Donc, c'est souvent ça qu'il faut amener. On est obligé de montrer un peu cet extrême-là, parce que si l'aidant continue comme il est, comme sur la lignée qu'il fait, c'est lui qui va tomber avant. Oui. Et ça, on le voit, là, ça fait partie aussi des réalités des proches aidants qui décèdent avant la personne aidée parce qu'ils sont en épuisement. Oui. C'est des gens qui n'ont pas mis de limites, c'est ça. C'est aide-moi à t'aider, dans le fond, oui. Pour qu'on puisse travailler, être ensemble le plus longtemps possible puis qu'on soit heureux chacun de notre côté. Oui. Fait qu'apprendre à mettre des limites, apprendre à dire j'ai encore une vie, même si l'autre est malade, moi, ma vie continue. Et j'ai le droit d'avoir du bonheur pareil, j'ai le droit de rire, j'ai le droit de se redonner, d'avoir une vie sociale, se redonner certains droits. Mais c'est difficile. C'est difficile. Et ça, on peut en parler avec Mme Merger. Mais comment on l'exprime à notre Ça serait intéressant qu'il y ait un service pour les aider. Oui. Oui. Parce que les aider, ça, ils ne le comprennent pas. Un soutien psychosocial pour les aider? Oui. Oui. Pour les faire comprendre. Oui, moi, je trouverais ça intéressant, mais on manque de ressources, là. Mais parce qu'ils ne comprennent pas, eux autres, les aider. Moi, en tout cas, dans mon cas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que je peux plus être fatiguée, que ça ne m'adonne pas nécessairement à l'heure qu'ils veulent. Moi, ma mère, souvent, elle me dit, mais tu n'as pas d'enfant, tu es toute seule, puis tu n'as rien que ça à faire, là. Tu n'as rien que ça à faire.
Mais même si tu ne vas pas les voir, le temps que tu prends pour aller magasiner le linge, les commissions, l'accompagnement tout l'aspect financier, tu t'occupes de ça aussi, là. Hein? En résidence, il faut que tu aies des assurances. J'en passe, là. Oui. Fait que c'est beaucoup. Même si tu n'es pas là, tu en passes du temps à l'extérieur pour ça, là. Puis à la résidence, des fois, c'est un bain par semaine. Fait que dans des périodes de canicule, ben ça se peut que pendant la semaine, tu sois obligé d'aller les faire une toilette. Ça se calcule, ça. Oui. Mais eux, ils comprennent pas, là. Ils comprennent pas. C'est difficile. Et c'est ça, la réalité des proches aidants peut être très, très différente. Et c'est pour ça qu'il faut adapter le plus possible à leur réalité. On ne peut pas dire qu'il y a une façon de faire pour tous. Il y a certains proches aidants qui vont dire, moi, là, tu sais, la personne que j'aide, c'est une perle. Elle n'a jamais un mot plus haut que l'autre. C'est toujours facile, ça va bien. Jamais, tu sais, c'est pas là, ce sera plus tard. Mais il y en a d'autres, c'est une autre réalité. Le besoin aussi pour les proches aidants d'une reconnaissance de ce qu'ils font. Ils ne demandent pas d'avoir un trophée, ils ne demandent pas, mais ils demandent qu'on reconnaisse ce qu'ils font. Comme société, si on n'avait pas les proches aidants, on aurait un sérieux problème, là. Ça représente à peu près, 5 milliards de dollars en travail non rémunéré. Oui. Le soutien des proches aidants, c'est énorme. Là. Oui, il y a 75 au moins 80 des soins qui sont donnés aux personnes aînées qui le sont par des proches aidants. C'est énorme. C'est énorme, là. C'est énorme. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Tantôt, on parlait, pour Hélène, ses parents sont en résidence, mais quand les parents ne sont pas en résidence, là, on va aller vérifier qu'elle a bien mangé. On va aller faire le ménage du frigidaire parce que là, tu sais, elle ne fait peut-être pas, puis là, qu'elle ne soit pas malade d'avoir mangé quelque chose qui est plus bon. Est-ce qu'elle est tombée? Fait que c'est toujours un tracas, puis elle disait, je ne suis peut-être pas toujours avec eux, mais c'est toujours dans sa tête. Elle l'a toujours en tête à dire, là, bon, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il va y avoir ça? Est-ce que là, il y a telle chose qu'il faut que je prévoie? On doit penser pour plusieurs personnes, tout le temps. C'est difficile de parler de ça aux gens. C'est pas tout le monde qui sont portés à écouter ça, là. C'est pas tout le monde. Moi, je trouve ça difficile, très difficile. On a l'idée de faire des émissions pour sensibiliser les gens à la réalité des proches aidants parce que ça va toucher tout le monde un jour ou l'autre, il faut le dire encore et encore. Oui, mais il faut que tu le vives pour savoir ce que c'est. Là, Comment on fait comme société pour valoriser aussi, pour s'impliquer dans ce rôle de proche aidant? Bien, il y a l'aspect de si on connaît quelqu'un qui est proche aidant dans notre entourage, premièrement, commencer peut-être par lui dire merci de ce qu'il fait, mais au-delà du merci, un merci, c'est pas difficile à faire, mais au-delà du merci, d'accepter à un moment donné, de regarde, je peux-tu faire quelque chose? Je peux-tu te donner un support quelconque? On ne demande pas qu'elle prenne ta place 24 heures sur 24, mais dire, regarde, on va aller prendre un café ensemble, tu sais, où le temps que tu vas faire ça, je vais rester avec la personne, si la personne qu'elle aide ne peut plus rester seule. Lui apporter un repas, toutes sortes de petits gestes comme ça qui peuvent montrer aussi OK, j'ai un appui, j'ai un support. Exactement, ça, tu as un appui, un support. Moi, c'est ce que je trouve difficile. Parce que tu donnes tellement, là, c'est incroyable comment tu donnes, là. Puis quand tu n'as pas d'appui, puis tu supports, là, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher cette aide-là. En plein ça. Oui, en plein ça, parce que c'est difficile, là. Parce qu'il en existe de l'aide. Il existe quand même des services. Il existe des mécanismes qui sont en place, mais tantôt, on en parlait un peu, c'est comme si on les connaît pas toujours. On les connaît pas. On les connaît pas toujours. On les connaît pas. Et c'est là l'importance. Les associations sont au courant des services qui existent, un petit peu, qu'est-ce qui peut aider. Et nous, notre rôle comme association, entre autres, c'est de rencontrer le proche aidant, voir un peu la situation, évaluer les besoins, qu'est-ce qui pourrait l'aider dans ce qu'on connaît comme ressources, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Est-ce qu'il y a des services auxquels il a droit, par exemple, que sa personne aidée aurait droit, puis qu'elle n'a pas? Est-ce qu'elle pourrait le demander au C3S ou à son intervenante sociale? C'est aussi tout ça, le rôle, de dire comment on fait pour alléger leurs tâches aux proches aidants. S'il y a de l'information à aller chercher pour eux, c'est obligé d'être eux qui vont la chercher parce qu'ils en ont déjà par-dessus la tête. Ils ont déjà de la misère à pas se noyer à travers tout ça. Puis là, on leur dit, mais il faudrait peut-être que tu fasses un peu plus de stimulation. Garde,
Elle peut plus, là. Elle n'a plus l'énergie pour faire la stimulation supplémentaire. Ça fait que c'est un peu tout ça. L'importance aussi pour plusieurs, des fois, quand c'est un parent qui prend soin de l'autre parent, les enfants, l'importance que les enfants soient présents. On a des fois la difficulté à cause des distances, mais il y en a aussi quand les enfants sont présents pour aider, pour supporter, ça fait aussi une différence dans la vie des proches aidants. Il y a des choses comme ça qui peuvent se faire. Comme association, est-ce qu'on a à pousser pour que les choses évoluent? Est-ce qu'on a à demander au gouvernement de transformer certaines façons de faire? Est-ce qu'il y a une... Bien, pour revenir à ce qu'on disait au début, la réalité d'Hélène qui travaille, il y a présentement, on est en train de faire les démarches et tout ça pour que dans les normes du travail, soit nommé proche aidant, qu'il puisse y avoir des congés de proche aidant. Ça a l'air presque rien, mais c'est important parce que si je ne l'ai pas, comment je fais quand elle doit demander un congé? Elle ne peut pas dire je demande un congé pour mon enfant, c'est pas pour un enfant, c'est pour mon parent. Des choses comme ça, on leur dit faites-le, c'est bien beau ce que vous faites, et on est bien content parce que ça coûte moins cher à la société. Ça coûte moins cher comme société, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi leur redonner un peu parce que quand un proche aidant prend du temps d'arrêt pour prendre soin de l'autre, c'est le proche aidant qui s'appauvrit. Il n'y a pas de revenus. S'il ne demeure pas avec le proche aidant, il n'y a pas de crédit d'impôt, il n'y a rien à ce niveau-là. Le temps qu'il ne travaille pas, il ne paye pas de régime des rentes du Québec. Donc, quand lui va être à la retraite, les années qu'il n'a pas cotisé, ça va paraître. C'est lui qui s'appauvrit. Fait qu'il y a aussi cette reconnaissance comme société à dire il faut qu'on investisse si on veut que comme société, ce soit important. Qu'on soit davantage solidaires aussi les uns avec les autres, parce que des fois, peut-être que ça prendrait ce petit coup de pouce-là de dire qu'on va transformer la loi puis que ça va devenir d'une certaine façon reconnu comme un travail ou quelques heures, ou en tout cas crédit d'impôt, tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Puis il ne faut pas qu'on les prenne toujours pour acquis, à dire non. « Ah, bien, il y a un proche aidant, il va le faire. Il a le droit de dire non, le proche aidant. Et ça, on a de la difficulté à lui donner ce droit-là. Fait que c'est pas pour rien qu'ils ont de la difficulté à dire « Bien, tu sais, mettre ma limite, oui, mais quand je dis non, je me fais dire « Bien là, tu sais, franchement, c'est ta mère, tu pourrais bien, tu sais, tu peux en donner encore un petit peu. » Fait qu'on, c'est aussi tout cet aspect-là qu'on doit réfléchir comme société. Puis nous, comme association, on est là pour se battre, pour essayer de faire ça. Puis on a, nous aussi, à ajuster nos réalités. Par exemple, chez nous, proche aidant qui travaille, si moi je suis là juste de 9h à 4h, il vient quand? Fait qu'on a décidé d'ouvrir, nous autres, par exemple, de 8h30 le matin à 6h30 le soir. S'il y en a qui ne prennent pas dans cet horaire-là, bien, on va ajuster notre horaire. Des fois, il y a des rencontres familiales. Bien, les rencontres familiales, bien souvent, c'est la fin de semaine. Bien oui, on va ajuster l'horaire pour pouvoir aider la famille à mieux organiser les choses. Mais fait qu'il faut qu'on s'adapte à leurs besoins. Ils s'adaptent déjà beaucoup aux choses. Fait que peut-être qu'il faut s'adapter. C'est un mot intéressant dans la conclusion d'émission, s'adapter. Savoir s'adapter quand on joue le rôle. Peut-être même avoir une petite pensée par rapport à l'aider. Comment on pourrait l'amener à mieux saisir. Oui, à s'adapter à cette réalité. Oui, effectivement. Mieux s'adapter, mieux comprendre comment l'autre a à se transformer, à se gérer, tout ça. Donc, en terminant, un petit conseil pour une personne qui vit le rôle de proche aidant. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On dit vous appelez. Vous appelez, effectivement. Oui, effectivement, vous appelez. Demandez de l'aide, ça existe, puis on en a besoin. Ça change tout. Ça change la dynamique. Attendez pas d'être dans l'épuisement, attendez pas de tomber pour aller chercher de l'aide, allez en chercher avant. Ça va être plus facile. Oui. Alors, si vous avez un petit doute, une lumière qui s'allume aujourd'hui, comme quoi vous dites, mon Dieu, je suis probablement dans cette situation-là et je ne veux pas attendre de m'épuiser, contactez, par exemple, Mme Hergé, on va avoir toutes les coordonnées à l'écran, alors contactez une ressource sur votre territoire proche de chez vous, faites le premier pas, attendez pas vous aussi peut-être de tomber malade. Pour que vous puissiez continuer d'aider, il faut que vous sachiez prendre soin de vous. Alors, un aidant, une histoire, on poursuit. Suivez-nous, continuez de nous suivre sur nos prochaines émissions.